Je m'appelle Bruno Carbenton, je suis officiellement RSSI, mais je fais d'autres choses dans la vie. Et je vais vous parler de Old School Security, vous allez voir, c'est intéressant. Alors, vu que j'ai un nom compliqué, j'ai fait simple pour mon site web, mais je vous expliquerai après. Je voulais juste vous faire une annonce. J'organise un petit concours qui s'appelle jurhackerfest.ch. C'est le 26-27 août à Delémont, donc en Suisse, c'est chez moi. Et il y a des concours, etc. Il y aura des flyers que je distribuerai. Et il y a un site web également et un Twitter si vous voulez suivre. Il y aura aussi des choses avec une démo partie. Je vous en parlerai plus tard. Pour l'instant, vu que mon nom est compliqué, j'ai un nom de site web qui est plus simple, donc vous pouvez le retenir. Vous aurez aussi bien les informations me concernant que Jurhackerfest. Voilà. Bon, on revient à notre sujet. Et en fait, il faut savoir que la sécurité des systèmes d'information, ça date pas d'hier, c'est vieux, c'est très vieux, ça date des ordinateurs, et ça date du temps où j'ai découvert l'informatique, même peut-être avant. Ça, c'était moi, il y a longtemps, vous voyez, en 91, hein, ça fait il y a 20 ans. J'étais pas encore RSSI, mais j'étais déjà dans le monde de la sécurité. Là, c'était pour une conférence Atari à Düsseldorf. Et ouais, ça va faire des souvenirs pour certains. Et j'ai commencé encore bien plus longtemps, parce que j'ai commencé avec un MO5. Il y en a qui connaissent? Ouais. D'accord. C'était mon premier ordinateur, et le premier jeu que j'ai eu, c'était le jeu Sapiens sur cassette. On me l'avait offert à Noël, c'était merveilleux à l'époque. Et puis, il y a un truc que je comprenais pas, c'est que ça démarrait tout seul. Le jeu, d'habitude, il faut taper une commande pour lancer le jeu, après avoir chargé. Là, je demandais à charger, et ça se lançait. Et du coup, il y avait un truc qui m'étonnait. Il y avait un autre truc qui m'étonnait, c'est que le son du lecteur de cassette était bizarre. Je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait, c'est un peu ça le déclencheur de pourquoi je fais de la sécurité de nos jours. On va écouter. Alors attention pour la régie, ça fait un peu de bruit, je vous avais déjà prévenu. Ça, c'est grosso modo le bruit d'un jeu sur MO5 qui se charge normalement. C'est parti. Attention aux oreilles. Ok. Bon, je sais pas si vous reconnaissez. Il y en a qui peuvent lever la main pour dire s'ils connaissent ce type de son? Ouais. Bon, ça va, vous êtes un peu plus vieux que la moyenne, on va dire. C'est du temps des cassettes. Ce qui se passe, c'est que c'est du binaire, vous l'avez reconnu. C'est un beau signal carré, vous l'avez reconnu aussi. Et les trois premières bandes, en fait, et la suite correspondent au loader. On charge le programme de cette manière-là. Passé à un certain endroit, il y a des espaces, donc en bleu, là, ce sont des blancs. C'est le temps que l'ordinateur digère un peu ce qui s'est passé, donc il va analyser un peu s'il a chargé pour pouvoir traiter la suite. Alors maintenant, on va faire autre chose. On va écouter Sapiens, le jeu dont je vous ai parlé, pour comparer. Pour l'instant, c'est pareil. Il y a beaucoup plus de blanc, vous voyez, parce qu'il y a plus de code à calculer. Là, il y a un gros blanc. Il calcule. Il exécute des routines. Et c'est parti. Alors, je pense que vous avez remarqué une différence de son à la fin. C'est normal. Le débit est plus rapide, donc c'est un fast loader, on appelle ça comme ça. Ça permet de charger le jeu plus rapidement. Et la routine qui est avant, qu'on voit en vert là, c'est une routine qui justement est capable de traiter ce signal. Voilà. Donc ça va déjà intrigué parce que je me suis dit c'est quoi ce son et j'ai voulu en savoir plus. Alors deuxième chose qui m'a intrigué, je vais vous le montrer. J'aime bien les démos, alors on va voir. Eh oui, ça existe. Et voilà, ça c'est pour lancer un programme en langage machine. Normalement, pardon, pour charger, ça va sur le lecteur de cassette, ça charge, et après il faut taper une commande pour exécuter. Or, voilà, ce qui se passait, c'est que lorsqu'on lançait sur un MO5, vous avez patienté OK pour charger, et après il s'exécutait quelque chose. Là, on voit qu'il y a un programme, enfin l'émulateur a un petit souci, et je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Voilà, et le jeu démarrait. Donc ça m'étonnait, parce que d'habitude, on avait besoin de taper des commandes pour lancer, là ça s'exécutait tout seul, et en fait, c'est une faille de sécurité. C'était un des premiers buffer overflow, en fait. Parce que le loader qu'on vient de voir tout à l'heure se chargeait en mémoire vive, mais il écrasait directement les routines de chargement. Et donc, la routine, au lieu d'exécuter à la fin donc, du retour d'exécution de la routine, exécutait le programme qui a été chargé en mémoire au mauvais endroit. Et résultat, vu qu'on écrasait le pointeur retour, automatiquement, avec le buffer overflow, le jeu démarrait tout seul. Donc c'est assez sympa.
ce qu'on voit, d'une part, donc, c'est qu'effectivement, il y a une routine propriétaire, et d'autre part, il y a des opcodes illégaux. Donc, les opcodes, ce sont des instructions en langage machine qui ne sont pas officiellement reconnues par le constructeur, mais qui servent dans certains cas. Et dans ces cas-là, ça permettait de planter le processeur d'une certaine manière pour pouvoir justement faire ce type de choses. Donc l'instruction 41 et l'instruction 42 en hexadécimal, une fois qu'on l'exécutait, permettaient justement d'avoir des comportements un peu particuliers pour pouvoir faire des retours d'appel de fonction qui n'étaient pas prévus. C'est ce qui est marqué là, sur l'émulateur qui prend ça en charge. Ils disent que c'est une ancienne technique pour contourner les protections de cassette, et effectivement c'était ça. Alors c'était mystérieux bien sûr, et c'était passionnant. Ça donnait envie de chercher, de comprendre, et il y avait des revues à l'époque qui existaient. Parmi vous, il y en a qui connaissent ces logiciels? Ah, quelques-uns quand même. C'était bien, hein? C'était chouette. Bon, il y a eu effectivement le virus informatique plus récemment qui a essayé de reprendre un peu le concept, mais c'était très bien. C'était une revue où on faisait plein de choses passionnantes et on s'amusait. D'abord, il fallait apprendre sur le tas. C'était une revue qui proposait plein de listings. Vous voyez, c'était un peu violent. Et puis, il fallait maîtriser plein de choses. Dans l'ordre, il fallait maîtriser le PIC et le POC. Un programme, ça ressemblait à ça. C'est un peu violent, hein. Il fallait maîtriser bien sûr l'hexa, parce que pour taper un programme, il fallait le taper en hexa. Les compilateurs, ça n'existait pas. Les assembleurs, il fallait déjà en avoir. Donc on tapait directement en hexa le programme, en espérant que ça allait marcher. Et du coup, quand on apprend l'hexa, on apprend les opcodes. Donc on sait ce que c'est que 0x90, enfin 90, pardon, en français. Et ça formait l'esprit, c'était assez chouette. Parce que du coup, on comprenait vraiment comment le programme marchait. Pendant ce temps-là, ça c'était moi en Europe, il y avait un autre phénomène aux États-Unis, les freakers. Alors forcément, le monsieur à gauche, c'est Steve Wozniak, vous connaissez sûrement, monsieur Apple. Et grosso modo, à cette époque-là, il ne s'amusait pas forcément avec des ordinateurs, il s'amusait plutôt avec de l'électronique, à bricoler en fait des blue box, les équipements que vous connaissez sûrement, pour pirater le téléphone. Donc on s'amusait nous aussi à regarder un peu comment ça marchait. Il y avait des listes de téléphones avec des fréquences pour chaque pays à droite qui indiquent de quelle manière on peut bypasser l'opérateur, on va dire gentiment. Ça marchait bien. Et c'était le début de la sécurité des systèmes d'information, finalement, d'une certaine manière. Voilà, ça ressemblait à ça à l'époque. Vous voyez, il n'y a rien qui a changé. Hein. Alors, bien sûr, ce sont des démos parties, des copies parties, des choses sympathiques. J'ai été à quelques-unes, bien sûr. Et donc, ça ressemblait à ça, les réseaux sociaux. Et oui, ça existait. Les réseaux sociaux de l'époque, c'était quoi? C'était le Minitel, le rendez-vous des pirates branchés, vous voyez, en haut à gauche. C'était du 3614, du 3615, mais très rarement du 3615, souvent du 3605, c'était gratuit. En fait, c'était pas vraiment gratuit pour les fournisseurs, c'était plutôt gratuit pour nous. Et on avait aussi donc des serveurs BBS. Bon, je vous cache pas que celui-là, c'est le mien en fait. Gadget, c'est mon pseudo. Et puis voilà, j'avais ça, un serveur BBS qui s'appelait Black Hole. C'est des bons souvenirs. Et voilà, on organisait des trucs comme ça. Ça, c'est moi là-bas, à droite. Ça date. Et on s'amusait bien. La nuit du hack, il y a 20 ans, ça ressemblait à ça. C'est pareil, c'est les photos que j'ai faites à l'époque. Vous allez me reconnaître un peu par là. Voilà. Et puis, c'était il y a 20 ans, on s'amusait bien. C'était moins grand qu'ici, bien entendu. Mais vous voyez, on avait quand même des gymnases. On faisait des choses sympas. Et on faisait partie de groupes pour programmer, etc. Donc mon groupe, c'était MCS. On a fait des démos. En assembleur, bien évidemment, parce que le C, c'était pas très intéressant. Le basique, c'était trop lent. Et on faisait des choses qui étaient assez sympathiques. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas ce que c'est que les démo makers? Je vais en parler un petit peu quand même, c'est important. En fait, au début, il y avait des pirates. Il fallait craquer les jeux, il fallait les diffuser, mais on aimait bien savoir, grosso modo, qui avait fait ça. Donc on mettait notre logo. Et puis pour que les logos soient les plus sexy possible, on mettait des couleurs, etc. Et de plus en plus, au fur et à mesure, on s'est mis à mettre des choses animées, et c'est devenu ce qu'on appelle des démos, des choses comme ça. Donc c'était assez sympathique. Et puis au fur et à mesure, on s'est dit, le piratage, c'est pas si intéressant que ça, on va faire que des démos et on va arrêter de pirater. La sécurité là-dedans, finalement, ce que je vous dis, c'est que la sécurité, c'est intégré dans les démos, d'une certaine manière. Une démo, c'est extrêmement complexe à programmer, c'est très souvent de l'assembleur. On pousse vraiment au maximum les machines pour être sûr qu'on puisse en tirer vraiment le maximum. On optimise au cycle près. On va essayer, par exemple, de faire des choses qui ne sont pas prévues par les constructeurs, etc. Donc c'est vraiment passionnant et on va vraiment au cœur du code. Donc il y a quand même un aspect recherche qui est passionnant. Le deuxième point, c'est qu'on a vraiment volonté de protéger ce qu'on a développé pour éviter que les gens comprennent. Donc on protège, on fait de l'obfuscation, on fait de la compression, on met en place des routines anti-désassemblage, etc. pour éviter justement que quelqu'un y fouille.
Donc c'est un peu l'ancêtre des routines de protection. Autrement, on fait bien sûr des routines disques propriétaires, des routines cassettes. On avait vu le fast loader, typiquement c'est une routine cassette propriétaire, donc on doit redévelopper les couches système pour faire des choses intéressantes, et là aussi on apprend beaucoup de sécurité. Les packers, on avait nos propres packers, etc., pour pouvoir justement optimiser. Voilà. Et bien sûr, on fait des choses sympathiques qu'on retrouve dans les virus actuels, le code auto-généré, le code auto-modifié. Je vous en parlerai tout à l'heure. Ce sont des choses qui permettent de faire des programmes très optimisés et très compliqués à comprendre lorsqu'on n'est pas habitué. Alors, bon, si rapidement, je vous parlais des protections MO5. On commence du début, bien sûr, pour aller vers maintenant. Alors, à l'époque, sur MO5, on avait des protections cassettes. Il n'y avait pas de disquette à l'époque. Et les protections de cassettes marchaient comment? C'était très simple. On avait des checksums de fin de bloc qui n'étaient pas standards. Ça veut dire qu'en gros, pour chaque bloc de données à lire, on s'arrangeait pour que les checksums soient invalides. Donc, un programme de copie n'arrivait pas à lire correctement, régénérait un bon checksum, et du coup, ça ne marchait pas. Voilà. Du coup, le programme qu'on mettait en place était un programme qui était capable de régénérer un faux checksum pour accepter les données et passer au bloc suivant. Deuxième chose, en BASIX, c'est très rigolo, la ligne BASIC ne pouvait pas faire plus de 255 octets, donc on s'arrangeait pour en mettre plus. L'interpréteur le voulait bien, mais il ne pouvait pas l'afficher. Donc c'était assez amusant. On pouvait mettre le code de protection dans les lignes qui n'étaient pas affichables. Les instructions illégales, ça c'est intéressant aussi, ce sont les instructions à assembleur non documentés, qui existent malgré tout, qui viendraient après, et qui permettent de mettre des bouts de programme qui ne sont pas désassemblables, parce que le désassembleur ne comprend rien, et puis le gars qui essaie de lire n'y comprend rien non plus. Ça fait du garbage, comme on dit. Voilà. Le masquage des routines assembleurs, ça on faisait ça aussi souvent. On allait mettre les routines assembleurs pas où c'est prévu. En mémoire vidéo. Alors, là c'est bien, quand vous affichez le debugger, du coup ça efface la routine, donc c'est très pratique. Ou des choses comme ça. Ou en couleur du texte, égale à couleur de fond. Donc pareil, on ne voit pas. C'est bien sur l'écran, mais ça ne se voit pas. Enfin, on avait des techniques pour éviter que les gens tapent des commandes qui permettaient de lire en mémoire. C'était assez facile à faire. Il fallait simplement détourner les vecteurs d'interruption du basique, qui faisait qu'effectivement, lorsqu'on a tapé une commande PIC, ça plantait, tout bêtement. Ou ça rebootait l'ordinateur au choix. On pouvait faire ce qu'on voulait. Voilà, ça c'était sur MO5. Vous voyez, déjà à l'époque, il y a 25 ans, quoi. Vous imaginez, on faisait déjà ça, c'était rigolo. Et les rootkits sur cassette, et oui, on faisait ça aussi. Le principe est simple, c'est qu'en fait, normalement, la norme MO5 disait que si on avait FF00 à la fin du bloc de données, on ne pouvait plus lire après, c'est que le programme était terminé, il n'y avait plus rien sur la bande. Nous, on mettait des choses derrière, mais ce qui se passait, c'est que l'interpréteur n'était pas capable d'aller plus loin, donc il bloquait. Avec notre propre routine, on arrivait à mettre des choses en plus derrière. Et ça changeait tout seul, c'est ça qui était amusant. Deuxième truc, c'est qu'on mettait du chiffrement. Bon, alors c'était basique, un XOR à l'époque, ça devait suffire. Vu la puissance de calcul, on avait du 1 MHz quand même, c'était bien. Et ça marche relativement bien. Protection anti-chargement, vous en avez parlé, c'est le bloc de cassette non standard. Et le loader, comme on a vu, le fast loader, qui était spécifique. On s'arrangeait à ce que les copieurs de cassettes standard ne puissent pas les recopier correctement. On générait du bruit aussi. On rendait le programme invisible sur cassette, parce que grâce au fast loader, on pouvait changer la fréquence également. Donc on pouvait mettre également des octets, ou voir carrément le programme entier, sur des fréquences qui n'étaient pas forcément visibles officiellement par le lecteur. Donc si vous tapiez une commande de chargement standard, il disait il n'y a pas de programme sur la cassette, votre cassette est vierge, ce qui était faux. Etc. Il y avait beaucoup de choses sympathiques. Et il y a un dernier qui était marrant à l'époque, parce que bon, il y avait un temps de latence, les programmes étaient relativement lents à s'exécuter. Donc on pouvait jouer aussi sur la durée d'exécution des opcodes, donc des programmes, pour accélérer. Si on jouait sur le fait qu'il y a un fast loader qui allait très vite en chargement, si on raccourcissait les temps de traitement, comme on a vu, vous avez vu tout à l'heure, il y avait du vert quand ça chargeait le programme, du bleu quand c'était en attente. Si on réduisait ce bleu, les programmes normaux n'étaient pas capables de traiter. Et donc ça redémarrait avec le code à charger, alors que le système n'avait pas encore commencé à démarrer l'exécution de ce qu'il avait chargé en mémoire. Du coup, ça plantait. Donc on s'arrangeait aussi à saturer le CPU de cette manière-là. Comme ça, le programme loupait des bouts, entre guillemets, en utilisant un loader normal. Et donc c'était assez sympathique. Donc voilà, c'est toutes les techniques qu'on avait, ça marchait relativement bien, quoi. Après, je suis passé au C64. Il y en a qui en ont à la maison? Bien, j'en ai 5 ou 6, mais il y en a 3 qui fonctionnent en ce moment, c'est bien. Alors bon, le C64, pour moi, c'est une machine un peu fétiche, c'est beau. Elle marche encore, il y a encore plein de gens qui en font, du C64, ça paraît surprenant. Et c'était puissant, ça faisait 1 MHz, il y avait 64 kilo-octets de mémoire vive, extraordinaire. Et donc on faisait plein de choses avec ça, parce qu'il y avait une bonne musique, et une image vidéo relativement correcte pour l'époque. Donc c'était très bien. Bien sûr, il y avait le problème des protections sur disquette.
Alors, les disquettes C64, c'était 170 kilooctets par face. Vous voyez, c'est beaucoup, hein. Et 35 pistes officielles. Sachant que sur les 35 pistes, officiellement, on ne peut pas aller plus loin. En pratique, on peut aller jusqu'à 42 pistes. Bien sûr, toujours pareil, en bricolant la routine de chargement pour pouvoir aller lire un peu plus loin, etc. On n'avait pas de capteur optique de synchro. Alors, c'est quoi? Sur les disquettes, il y a un petit trou, vous voyez, à droite, un petit peu excentré. Ça permettait de synchroniser la disquette avec le moteur. Sur Commodore 64, ils avaient dit qu'ils ne s'en serviraient pas pour des raisons de coût, et ils s'en servaient en fait de façon logicielle. Ils calculaient, grâce à grosso modo à un index de début de piste, combien de tours le moteur faisait, mais il n'y avait pas ce système de trous. Donc là aussi, on pouvait jouer au niveau des protections logicielles grâce à ça. Enfin, il y a un truc intéressant sur ces disquettes, c'est ce qu'on appelle l'encodage VCR, qui marchait également sur Mac à l'époque. C'est que grosso modo, on ne peut pas stocker le même nombre de données sur les pistes internes et externes. On va simplement jouer sur la densité qu'on a, et grâce à ça, on va pouvoir stocker, grosso modo, de façon différentielle sur les pistes internes et externes, pour, je dirais, augmenter la densité globale de la disquette. Alors là, c'était intéressant aussi, parce qu'en bricolant ça, on pouvait faire plein de protections. Chose amusante, le lecteur disquette du Commodore 64, c'est un lecteur disquette qui est extrêmement puissant, pour l'époque. Pourquoi? Parce qu'il y a un processeur, le même que celui du Commodore 64, il y a de la mémoire vive, il y a la mémoire morte, il y a la même vitesse d'horloge qu'un Commodore 64. Grosso modo, c'est un Commodore 64 sans l'écran, sans le clavier, etc. Alors, bien sûr, la routine qui s'exécute dessus est dédiée à la base. C'est un petit peu lent pour communiquer avec un Commodore 64. Vous voyez, 300 octets par seconde. Mais en reconstruisant le firmware et en injectant dessus, on pouvait monter à 4 kilooctets secondes pour faire des traitements en parallèle. Et ouais. Alors, je ne sais pas si ça vous donne des idées, hein, de brancher un lecteur disquette qui a la même puissance qu'un ordinateur, mais nous, ça nous a donné des idées. Et du coup, on pouvait faire des choses marrantes, on pouvait charger une routine directement dans le lecteur, puisque c'est un ordinateur finalement, pour pouvoir faire la copie. Donc, c'est une sorte de plus de coprocesseur, mais carrément du traitement parallèle. On pouvait donc mettre des routines très spécifiques. Et voilà, c'est quelques exemples que je donne de choses qu'on pouvait intégrer pour complexifier les copies. On pouvait par exemple générer des erreurs physiques sur le disque. Grosso modo, on va percer un petit trou au laser ou on gratter avec un crayon. On sait que le trou est à tel endroit, parce qu'on l'a fait. En revanche, si quelqu'un fait une copie, il ne pensera pas forcément à faire ce trou sur la disquette, ça ne marchera pas. On pouvait générer des erreurs de synchronisation. Alors ça, c'était ce que je vous expliquais par rapport au trou d'un texte qui était indiqué tout à l'heure. Vous savez, le trou qui est percé par défaut sur les disquettes. On pouvait en fait profiter de cette absence de test par le Commodore 64 pour justement générer des faux index de départ et dans ce cas-là planter un peu les systèmes de copie. On pouvait aussi varier la vitesse du moteur du lecteur ou bien de la tête de lecture. Donc ça c'est amusant parce que moi je m'en suis servi d'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure, pour écrire entre les pistes carrément. Ça paraît bizarre mais c'est pratique. Alors ça ne permet pas de mettre beaucoup de données, mais en revanche ça permet de mettre des protections. Si vous mettez 2-3 bits, je dirais, d'informations entre deux pistes, généralement c'est que la disquette est originale. Parce que le logiciel de copie ne pourra pas le faire ça, à moins que ce soit le vôtre. Il y a un truc marrant, c'est ce qui s'appelait les pistes doubles, les flat tracks. Alors ça c'est assez simple, on va écrire 2 fois de suite la même piste. Par exemple la piste 36 et la piste 37 contiennent strictement les mêmes données et sont identiques. Alors ça sert à quoi? C'est qu'un copieur n'arrive pas à copier ça. Parce que pour lui, la piste 36 et la piste 37 étant identiques, il va croire que c'est la même piste. Donc il va se planter, il va se désynchroniser, et du coup, il y aura un problème de décalage à la fin, et la disquette ne sera pas identique. Ça marchait bien. Et tout ça, ça marchait grâce au fait qu'on puisse reprogrammer entièrement le lecteur de disquette. Alors bien sûr, il y avait plein de choses sympathiques, mais qui sont encore sympathiques, puisqu'on s'en sert encore, comme je vous disais. Il y avait la découverte d'opcodes non documentés, donc vous voyez, on s'amusait à chercher les opcodes, il y en avait plein. Et comme je dis, faire du fuzzing, c'est pas nouveau. On en faisait il y a 20 ans. On essayait de chercher l'espace en mémoire vive qui n'était pas documenté. On cherchait comment est-ce qu'on pouvait cacher les routines. Comme je dis, un rootkit, c'est pas nouveau non plus. Vous voyez, il y a 20 ans, on en faisait. On utilisait le processeur du lecteur disquette pour mettre des routines. Donc, vous voyez, CUDA, c'est pas nouveau non plus. Et puis, on détournait les vecteurs d'interruption pour pouvoir essayer justement de faire en sorte qu'on puisse, par exemple, empêcher certaines instructions de s'exécuter, etc. Donc les hook systems, tout ce qui est détournement de vecteurs d'interruption, ça date d'il y a très longtemps. On ne fait que réutiliser ce qu'on connaissait à l'époque. Voilà. Après, je suis passé là-dessus. Très beau aussi. Et c'est là que j'ai commencé à faire des démos vraiment. Alors ça, c'est un ordinateur qui est donc 8-16 bits. C'est un Motorola 68000. Il allait beaucoup plus vite. Regardez, 8 fois plus vite. 8 MHz. Merveilleux. On rigole maintenant, mais c'est ça. Hein.
Et il y avait un processeur, une mémoire vive qui montait à 512, voire 1 méga. 512K, voire 1 méga. On peut faire des choses extraordinaires avec un méga de mémoire vive. Bon, faut pas le dire maintenant, mais c'est vrai, à l'époque, on pouvait faire des choses. Et donc, c'était passionnant. Moi, j'ai beaucoup aimé programmer là-dessus. Et bien sûr, je me suis intéressé aux protections disquettes. J'en ai même vendu à une époque, c'est pour dire. Et les protections de disquettes, bah, c'était assez simple à faire, compte tenu que j'avais compris un peu comment ça marchait sur Commodore. Il y avait toujours ces histoires de zones d'entête qui permettaient de synchroniser le lecteur disquette avec les données. Et après, on pouvait bricoler, en fait. Il y avait des synchronisations, il y avait des bits de synchronisation et les données. Et à chaque fois, les bits de synchronisation permettaient de ne pas perdre la piste ou pas perdre le secteur que le système devait lire. Alors, chose intéressante, pour mettre en place une protection disquette, on s'amusait à prendre une disquette vierge, on écrivait une fois les données, on écrivait une seconde fois les mêmes données sur un lecteur lent, et on écrivait une troisième fois les données sur un lecteur rapide. Alors qu'est-ce que ça fait? Ça paraît bizarre, mais ça y fait des octets à des endroits précis, ça en réécrit d'autres à des endroits précis, et ce qui se passe, c'est que ça décale légèrement, parce que les lecteurs ne sont jamais alignés les uns par rapport aux autres. Si vous prenez un certain nombre de lecteurs et que vous avez bien calculé votre décalage, ça va devenir des résidus. Les résidus, c'est les octets qui sont là, vous voyez, et qui permettent, grosso modo, au lecteur de se désynchroniser parce qu'il ne comprend pas trop si c'est un 0 ou un 1. Quoi. Alors on s'en servait pour faire des erreurs de synchronisation grâce à ça. À quoi ça sert une erreur de synchronisation? Je viendrai après, mais ça permet de vérifier que c'est une copie ou non. Donc là, c'est le même principe. On jouait sur ce qu'on appelle des nibbles. Bon, grosso modo, après les données, on avait des informations de synchronisation et des nibbles qui sont ici, qui permettaient en fait de resynchroniser l'information et de donner des checksums. Et protection disquette, vous voyez, ça marchait comme ça. Donc on arrivait à faire beaucoup de choses, toujours en assembleur, vous voyez à droite. On écrivait jusqu'à 11 secteurs au lieu des 9 traditionnellement prévus. On écrivait 41 pistes au lieu des 38 pistes prévues normalement. Et grâce à ça, d'une part, on pouvait stocker plus de données. D'autre part, les systèmes de copie n'arrivaient pas à fonctionner correctement parce que c'était notre propre format. Ils ne savaient pas qu'ils pouvaient aller monter à 11 secteurs alors que nous, on arrivait à le faire. Écrire entre les pistes, c'est une invention à moi. Bah, je vous expliquais, c'était que j'arrivais à ralentir le lecteur disquette d'une certaine manière en faisant ce qu'on appelle du PWM. Donc c'est Pulse Wave Modulation. Donc j'arrêtais, je mettais en marche, j'arrêtais, je mettais en marche. Du coup, je faisais une vitesse qui n'était pas normale pour le lecteur et j'arrivais à déplacer la table de lecture en même temps. Du coup, j'arrivais à écrire entre les pistes. Ça, c'est une technique marrante parce que du coup, aucun copieur n'arrivait à reproduire ça. Quoi. Voilà. Une autre technique, c'était de laisser des pistes non formatées. Alors l'avantage de faire ça, bah, c'est que quand vous lancez un copieur, le copieur ne comprend pas ce qui se passe, il se plante aussi. Voilà. Donc il y avait des logiciels comme ça qui étaient sympas. Dungeon Master, pour ceux qui connaissent, était un jeu qui était protégé par ce qu'on appelle des weak bits. Le constructeur, enfin l'éditeur en fait, utilisait des bits qui étaient mal écrits sur la disquette, donc c'était des fois lu comme un 0, des fois comme un 1. Alors, bah, ce qui se passe, c'est que si vous voyez que statistiquement, en lisant 10 fois de suite, il y a un peu des 0 et un peu des 1, c'est que c'est forcément un original. Si vous lisez 10 fois de suite et que vous avez que des 0 ou que des 1, c'est forcément une copie. Parce que le logiciel de copie, bah, a cru que c'était un 0, donc il a copié 10 fois, il a copié un 0. Alors que c'est pas forcément ça. Donc c'est un moyen de détection anti-copie, quoi. Bon, Rob Norton, c'était un gars qui était très très bon en protection, il utilisait du code automodifié, etc. Et donc j'étais en relation avec lui, et c'était assez passionnant, quoi, en fait. Ça, c'est un mail, j'avais dit, enfin un mail à l'époque, ça c'est des fax à l'époque. On discutait par rapport à ça, quoi. Voilà. On utilisait beaucoup de code autogénéré et de code automodifié. Le code autogénéré, c'est un programme que vous allez construire lors de l'exécution. Quand vous lancez l'exécution du programme, il n'existe pas encore, mais vous allez calculer les routines que vous exécuterez ensuite. Le code automodifié, c'est typiquement une boucle qui va se modifier elle-même. C'est comme du récursif, si vous voulez, mais vous modifiez ce qui s'exécute en temps réel. L'avantage de ça, c'est que ça permet d'aller plus vite dans certains cas, ou de faire des choses très compliquées dans le cadre d'un désassemblage statique. Et les virus, bien sûr, utilisent ça. Alors, pour se tracer des programmes comme ça, on utilisait des bricolages hardware. Ça, c'est un bricolage qui permet de détourner un vecteur d'interruption non masquable, donc le NMI, du 68000. Et donc, lorsqu'on active avec un interrupteur cette patte, bah, ça bloque complètement le programme, ça le freeze. Du coup, on peut aller fouiller en mémoire ce qu'on voulait. Et on mettait le programme de debug en mémoire vidéo pour pas qu'il se fasse écraser. On avait des espaces en mémoire pour éviter que ça cause des problèmes. Voilà. Moi, je m'étais amusé à faire une protection logicielle que j'avais vendue. J'avais foutu carrément la routine de protection dans le processeur clavier. C'était un 6301, un processeur 8 bits. Personne n'avait pensé qu'on allait pouvoir mettre une routine là-dedans. Et j'avais trouvé qu'on pouvait le faire. Donc, du coup, la routine était cachée là. Et personne n'avait pensé qu'on pouvait désassembler ça, quoi. Donc, c'était très pratique, ça.
Voilà. Et je vais vous faire, bien sûr, pour les dernières minutes, un exemple avec une vraie démo, parce que j'adore les démos. Je suis encore un petit peu dans là-dedans. En vous parlant un peu du monde des démo makers. Donc c'était un monde technique, vous avez vu. Hein. On faisait l'overscan. Alors l'overscan, c'est quoi? C'est qu'on déborde de l'écran. Les constructeurs n'ont pas prévu ça. Ils ont toujours fait une marge autour de l'écran. Nous, on arrivait à sortir cette marge d'une certaine manière. C'était plus ou moins technique. Au départ, c'était compliqué. On a réussi même à casser des moniteurs en faisant ça. Parce qu'on changeait la vitesse de balayage de l'écran. Au lieu de passer à 50 Hz, on passait des fois à 70 Hz pour pouvoir, grosso modo, perturber le faisceau de balayage d'écran. Et du coup, on arrivait à écrire en dehors des bordures. On a commencé par écrire en bas de l'écran. Ça, c'est facile. Le balayage se faisait de haut en bas. On disait au compteur de continuer alors qu'il devait remonter. Donc, il continuait d'écrire en bas. Pour écrire en haut, c'était un peu plus compliqué. Il y avait une histoire de synchronisation vraiment à l'opcode près, donc au cycle d'horloge près, pour pouvoir faire ça. Mais on s'en sortait très bien puisqu'on faisait tout en assembleur. Donc, il n'y avait aucun risque de se planter, le compilateur n'existant pas. Et à la fin, pour écrire à gauche, à droite, là, c'était compliqué. Donc, on changeait effectivement de fréquence, non seulement 50-60 Hz, mais également 70 Hz. Et donc, on a effectivement fait des essais un peu dangereux à une époque. Bon, bien sûr, ça, c'est au cycle près. Je ne sais pas si vous imaginez. Pour ceux qui n'ont jamais fait d'assembleur, on s'amusait bien. Et on faisait des protections, bien sûr, sur nos propres démos. Alors ça, c'est pas une démo que j'ai faite, mais c'est une démo que je pense que vous allez connaître pour les gens qui ont fait de l'Atari. Et c'était une disquette protégée carrément 14 secteurs, avec un petit texte en assembleur, pardon, un petit texte en ASCII à gauche, là, dans la disquette qui disait bonne chance si vous arrivez à me casser, c'est impossible. Alors bien sûr, pour que la démo puisse se propager, ils avaient intégré dans la démo un copieur, 14 secteurs, qui était à eux. Voilà. Alors bien sûr, je vais vous faire un petit coup de démonstration, et j'en terminerai là. Et je vous souhaite bonne chance pour la nuit du hack. Et j'espère également que Azure Hacker Fest vous verrez. Attendez, il y a plein de choses à lancer, c'est normal. Je pense que ça va vous plaire, enfin j'espère. Est-ce qu'il y a du son? Il me faut du son. Sur la... J'entends rien. C'est normal que j'entende rien? Ah voilà, merci. Je vais vous montrer le copieur quand même. On décompresse. Overscan, vous voyez, à gauche, à droite, ça déborde de l'écran en bas là. C'est ce qu'on appelle un overscan, donc on écrit à gauche, à droite. Il y en a qui connaissent cette musique? Ah, c'est bien, hein? Je lance le copieur. J'ai du lecteur de disquette, hein? Et voilà. C'était un magnifique copieur intégré qui en plus, tant qu'à faire, était bon. Et sur ce, je vous laisse et merci.